En France, on nous dit que l'époque coloniale, c'est du passé, c'est loin, c'est fini, mais pas forcément. Et en fait, je me suis rendu compte que la France avait exclu toutes les populations des territoires dits d'outre-mer de l'application de ce traité des droits humains. C'est ce qu'on appelle une clause coloniale. Pour résoudre la crise de l'eau en Guadeloupe, il faudrait 1,5 à 2 milliards. La France a mis 1,4 milliard pour assainir la Seine, juste le temps des Jeux Olympiques. Moi, je pense que l'argent ne manque pas. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans l'Arène podcast. Aujourd'hui, on reçoit Sabrina Cajoli, une militante pour les droits humains en Outre-mer. On est sur tous les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, TikTok, Twitter, etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre et on est sur toutes les plateformes de podcast. Donc c'est parti, bienvenue Sabrina. Bonjour Lorraine, merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Merci à toi d'avoir accepté. En plus, là, tu viens quasiment directement depuis la Guadeloupe pour nous parler notamment. On va revenir un peu plus sur pourquoi t'es venue ici et ce que tu défends. Donc déjà, pour le contexte, en fait, on s'est rencontrés via la soirée de lancement du Fonds pour la démocratie. Où nous on avait fait une intervention pour parler un peu de nos médias, de ce qu'on fait pour défendre la démocratie. Et en fait, tu nous as du coup accosté à la fin pour nous parler un peu de ton combat. Mais déjà dans un premier temps, je voudrais revenir déjà sur qui tu es en fait finalement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Je suis une juriste experte en droit international des droits humains. Et j'ai fait tout mon parcours professionnel en Europe, en Afrique et dans la région des Amériques et de la Caraïbe. Je suis originaire de la France hexagonale et de la Martinique, mais mes attaches sont de longue date en Guadeloupe où je vis et oui, d'où je viens là, vous parlez aujourd'hui. Dans ton parcours de juriste, quand tu es devenue juriste, il me semble que tu as commencé à travailler à la Commission européenne, c'est bien ça? Non, au Conseil de l'Europe, qui est une organisation européenne mais distincte de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est basé à Bruxelles. Le Conseil de l'Europe, c'est une organisation où tu as 46 États membres, donc les 27 de l'Union européenne, mais 20 autres membres aussi, comme le Royaume-Uni, la Suisse, la Turquie, etc. Et elle est basée à Strasbourg. On la connaît surtout pour la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est ce qui t'a amené en fait à défendre les droits humains des Outre-mer ou pas du tout? Je pense que j'ai toujours, c'est une vocation chez moi, donc j'ai toujours été assez engagée, mais sans me qualifier de militante. J'ai vraiment une approche de professionnelle, de juriste, voilà, en droit, et j'utilise le droit pour essayer de faire avancer le changement dans le sens de la protection du plus grand nombre. Et je l'ai fait pour tout un tas de populations. Comme je le disais tout à l'heure, aussi bien en Europe qu'en Afrique, dans les Amériques et Caraïbes. Et il se trouve qu'en rentrant quand même dans la Caraïbe il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'on avait aussi besoin d'utiliser le droit international des droits humains pour faire avancer les droits des communautés antillaises et plus largement des différents territoires dits d'outre-mer. Et du coup, concrètement, par où tu as commencé pour pouvoir travailler sur cette question des droits humains? Alors, dans mon parcours professionnel, j'ai étudié les langues d'abord, la littérature, les langues et le droit. Et puis, j'ai combiné le tout et ça m'a amené naturellement au droit international des droits de l'homme. Et j'ai, au-delà du Conseil de l'Europe, travaillé aussi pour les Nations Unies, beaucoup plus UNICEF et le Haut Commissariat aux droits de l'homme. J'ai aussi travaillé pour l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, qui est basée à Sainte-Lucie et dont la Martinique et la Guadeloupe font partie depuis quelques années. Et puis, je suis en fait consultante indépendante depuis quelques années, basée en Guadeloupe. Et mes engagements bénévoles m'ont conduit quand même à créer une organisation qui s'appelle Kembered French West Indies. Kembered en créole, ça veut dire tenir bon. Et c'était ma façon d'exprimer notre sens de la résistance face à l'adversité et le fait de ne rien lâcher en matière de droits humains. Très à propos, en effet, parce qu'on va le découvrir, mais c'est un énorme combat avec beaucoup de bâtons dans les roues. Toi, tu as notamment centré un peu ton combat, en tout cas j'ai l'impression, sur la question de la charte sociale européenne.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et qu'est-ce qui cloche avec cette charte en fait aujourd'hui? Oui, alors une précision d'abord, c'est que c'est vrai qu'on me renvoie souvent l'image de porter un combat, etc. Mais moi, je l'ai pas du tout vu comme ça. En tout cas, au départ, je plaide une cause comme j'en ai plaidé de nombreuses depuis le plus jeune âge. Et encore une fois, en tant que juriste qui cherche à juste appliquer le droit, la loi, en fait. Mais c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de défis. Et après avoir saisi les Nations Unies sur la question de l'eau et du chlordécone aux Antilles, et de façon assez fructueuse parce qu'en fait, on a eu plus de 70 experts des Nations Unies sur les droits humains Waouh, qui ont, à travers différentes branches de l'ONU, exhorté la France à prendre des mesures de toute urgence pour l'eau en Guadeloupe et puis des mesures de réparation pour le chlordécone en Guadeloupe et Martinique. Malheureusement, comme ça n'a pas été suivi d'un grand effet par la France, j'ai, avec l'organisation Cambered, choisi de me tourner vers un mécanisme européen qui est peu connu, mais qui est, à mes yeux, un outil de protection massive des droits humains quand il est bien utilisé. Et ça s'appelle la Charte sociale européenne. Alors en fait, on connaît en général très bien la Convention européenne des droits de l'homme, dont la Cour européenne des droits de l'homme est la gardienne. On connaît moins cet autre traité, mais qui est aussi un traité international et contraignant, comme on dit, ça veut dire obligatoire, qui est la Charte sociale européenne. Et ce traité-là couvre tous les droits qu'on appelle économiques et sociaux. C'est des droits super importants parce qu'en fait, ce sont les droits, comme on dit parfois, du quotidien. C'est le droit aux conditions de travail adéquates, à la santé, au logement, à l'éducation, etc. Et ça inclut par extension depuis plusieurs années les questions environnementales et notamment l'accès à l'eau potable. Et donc, j'ai voulu apporter un recours avec l'aide de nos partenaires, à savoir d'abord la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH, c'est le club de toutes les ligues des droits de l'homme du monde. Et avec l'appui de la Ligue des droits de l'homme française, c'est cette affaire, en fait, devant ce Comité européen des droits sociaux. Et en fait, je me suis rendu compte que la France avait exclu toutes les populations des territoires dits d'outre-mer de l'application de ce traité des droits humains. Et ça, tu découvres ça quand, à peu près, si tu te souviens? J'ai découvert ça en 2020. Parce qu'en fait, en 2020, on était en plein Covid et ne pas avoir accès à l'eau en Guadeloupe au cœur de la pandémie, alors que le premier geste de protection, c'était le lavage des mains, ça m'a amené à essayer de trouver des solutions au niveau international parce qu'on n'arrivait pas à obtenir de réponse efficace au niveau local à travers la justice ou à travers le dialogue avec les autorités. Donc, c'est pour ça que je m'étais tournée à ce moment-là au niveau des Nations Unies, mais déjà, j'avais regardé au niveau de l'Europe et pour tout te dire, j'en ai pas cru mes yeux. Donc, en fait, j'ai mis 2 ans à faire des recherches approfondies pour m'assurer de ça. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai mal compris. Bah, en fait, tu sais, quand tu nous as rencontrés, que tu nous as dit, oui, en fait, les territoires dits d'outre-mer sont exclus de cette charte. Bah, en fait, Awad et moi, on était également choqués. On s'est dit, mais comment ça? Enfin, normalement, c'est un territoire complet, donc, enfin, il est censé avoir une égalité entre les territoires. Donc, c'est complètement choquant, en fait, que ce soit exclu et en plus, que ce soit écrit noir sur blanc, en réalité. Oui, puis je dirais que c'est plus qu'une question d'égalité entre territoires. C'est une égalité entre êtres humains. Ce sont pas juste des territoires, et c'est ce que je m'évertue à dire maintenant, parce que on s'arrête beaucoup à des termes juridiques qui parlent de clauses d'applicabilité territoriale, mais attention, en fait, on parle de 3 millions de personnes avec des noms, des visages dont les vies sont en jeu, en fait, au quotidien. On parle aussi de ressortissants français, mais pas que, c'est même pas qu'une question de citoyenneté. En fait, là, on parle de droits humains, c'est pas n'importe quel droit, c'est ceux qui sont intrinsèques à la personne humaine, qui sont inaliénables, en fait, qui nous caractérisent en tant qu'être humain. Donc, en fait, c'est vraiment une question profonde d'égalité entre êtres humains. Effectivement, en fait, ça concerne les droits humains. Aujourd'hui, c'est quoi les conséquences concrètes que ce traité ne soit pas applicable en Outre-mer? Alors, on a eu 2 conséquences extrêmement concrètes cette année, le 19 mars 2025. D'une part, la France étant opposée au recours qu'on a formé avec la Fédération internationale pour les droits humains sur l'eau et le chlordécone, l'Europe a rejeté ce recours. Donc, on a été privé d'une voie de recours
sur des questions essentielles, l'accès à l'eau et l'accès à un environnement sain. Et du coup, c'était quoi l'excuse, entre guillemets, pour rejeter ce recours? Alors, c'est ce qu'on appelle une clause coloniale, c'est-à-dire que dans ce traité... Déjà, le mot est fort, hein. Oui, il ne vient pas de moi ni de Kembe Red, il vient de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, donc c'est la Commission française des droits de l'homme qui s'est penchée sur ce dossier et a adopté en septembre 2024 une déclaration officielle, publiée au JO, au journal officiel, et qui dit qu'en fait, cette situation est contraire non seulement au droit international des droits humains, mais aussi à notre propre constitution française, et qu'en fait, ça porte un nom, et c'est en droit, on appelle ça une clause coloniale. En fait, le traité, qui est la Charte sociale européenne, est rédigé d'une façon un petit peu insolite quand même par rapport, c'est pas le cas par exemple normalement pour la Convention européenne des droits de l'homme, mais où il est dit que le traité ne s'applique qu'au territoire métropolitain, sauf si l'État étend par une déclaration l'application de ce traité à d'autres territoires. Et en fait, la France, depuis 1961, ou même si on prend la date de ratification en 73, n'a jamais fait cette déclaration qui tient en une ligne, en une phrase qu'elle peut adresser au Conseil de l'Europe. Et donc, de ce fait, tacitement, pendant plus de 50 ans, les populations de ce territoire ont été écartées de l'application de ce traité. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'en fait, en 2024, c'est devenu explicite parce qu'en fait, la France s'est opposée au recours sur ce fondement-là. Et là, le 19 mars 2025, l'Europe a confirmé en disant, effectivement, si la France ne fait pas la déclaration, eh bien, nous, on ne peut rien faire et donc, on ne peut pas juger ce recours. Il y a eu aussi une autre décision très tangible, très concrète, c'est que le Comité européen des droits sociaux, donc c'est le gardien de cette charte sociale européenne, a écrit régulièrement des rapports qui lui permettent d'évaluer la façon dont les États mettent en œuvre la charte sociale européenne chez eux. Et la France était assez exemplaire là-dedans, elle soumet toujours ses rapports à échéance régulière. Et l'année dernière, le thème, c'était la crise du coût de la vie depuis le Covid. Et la France a soumis son rapport sur ce qu'on appelle la vie chère, en fait, en France, sans parler de la vie chère dans les Outre-mer. Ça, c'est vraiment le comble. En plus, malgré toutes les révoltes, tous les mouvements, les manifestations, etc., qu'il y a eu en Outre-mer, moi, ça me paraît vraiment aberrant de soumettre ce rapport en se disant, en mettant de côté tout ça, en fait, alors que, c'est un thème central, en fait. C'est cohérent avec le fait que la France n'ait pas fait l'extension de la charte par cette fameuse déclaration aux Outre-mer. Et le Comité européen des droits sociaux avait ouvert à toute personne qui le souhaitait la possibilité de soumettre des informations complémentaires. Donc nous, à Kembe Red, et je pense que c'était assez inédit, mais on a soumis un rapport sur la vie chère dans les Outre-mer, le 30 juin 2024. C'était même avant tous les mouvements sociaux, en fait. Mais la situation était déjà critique et très documentée. Donc notre rapport, il n'est pas très compliqué. Il fait 6 pages et tout est dit parce qu'en fait, il y a les chiffres édifiants de l'INSEE, l'Institut national de la statistique, qui parlent d'eux-mêmes. Ils disent qu'on a en moyenne déjà des tarifs qui sont 42% plus élevés sur les produits alimentaires de base, etc. Et puis surtout, il repose sur une enquête parlementaire qui avait moins d'1 an à l'époque, qui est de 2023, qui dit tout de la situation, des raisons et des solutions à apporter pour remédier à la vie chère dans les Outre-mer. Et puis aussi, Kembe Red avait contribué à obtenir des recommandations de l'ONU qui allaient aussi dans le sens du fait que la France devrait apporter un appui technique et financier aux Outre-mer pour lutter contre la vie chère. Et malheureusement, là encore, l'Europe a validé ça. Le 19 mars 2025, le Comité européen des droits sociaux a publié son rapport sur la crise du coût de la vie en Europe, en écartant les données de notre rapport et même en concluant, au moins en partie, au fait que la France est un exemple de bonne pratique en matière de lutte contre la vie chère en Europe. À ton avis, même si j'ai un peu mon avis sur la question, mais à ton avis, pourquoi ils ratifient pas cette ligne, en fait, tout simplement? Alors, c'est une question qu'il faut poser aux autorités, en fait, d'abord. Après, si tu me demandes mon avis, ce que je subodore, ce que je suppose, c'est qu'il y a 2 choses. D'abord, c'est que en France, on nous dit que l'époque coloniale, c'est du passé, c'est loin, c'est fini. Et en fait,
Mais pas forcément. On s'aperçoit là, avec ce traité-là, que non, il y a une continuité coloniale, de l'histoire coloniale, puisqu'en fait, là, on ne parle plus d'un temps passé, mais c'est vraiment d'actualité. Et en plus, on s'est tristement rendu compte que ce n'est pas un cas isolé. Et par exemple, le Conseil de l'Europe a adopté une nouvelle convention en matière environnementale cette année, au mois de mai 2025, et il ressort de cette convention qu'il est possible que les Outre-mer soient encore exclus de ce traité des droits de l'homme. Moi, ça me choque en plus le fait que ce soit en mai, parce que mai, c'est le temps des mémoires, où il y a énormément de dates d'abolition de l'esclavage qui s'enchaînent. Et en fait, en plein mois de mai, en plein mois des mémoires, en fait, exclure encore l'outre-mer, enfin, c'est... Oui, wow. Moi, je suis pas la seule, c'est ce qui peut être choquant, c'est que les questions environnementales sont une des grandes priorités des territoires et populations d'outre-mer parce qu'ils sont actuellement en première ligne de tout ce qui est changement climatique. C'est-à-dire que la montée des eaux qui menace les territoires insulaires, voilà, c'est dans les territoires dits d'outre-mer. Les questions de déforestation, en Amazonie, etc. Donc, les enjeux environnementaux sont cruciaux et affectent de façon disproportionnée les populations des Outre-mer. Et en plus, on y trouve les populations dans les plus grandes situations de vulnérabilité. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement problématique. La deuxième raison, selon moi, c'est que, très franchement, je pense qu'on a aussi toute une grande partie de la France, et fort heureusement, qui, elle, s'inscrit complètement en rupture avec cet héritage colonial et qui est très surprise de ces dispositions qui peuvent paraître un peu quand même poussiéreuses et voilà. Mais par contre, après, il y a un principe de réalité pragmatique. C'est-à-dire que ça coûte de l'argent. Mmh. Et en fait, là, on parle de milliards. Je pense que les enjeux se comptent en milliards. Quand la France éteindra la protection de ce traité à l'ensemble des territoires dits d'outre-mer, elle sera obligée de prendre un certain nombre de mesures dans tous les domaines, éducation, santé, logement, etc., dans tous les territoires dits d'outre-mer. Et comme en fait, le fait que tous les indicateurs soient au rouge dans ces territoires à l'heure actuelle sur tous les droits garantis par ce traité, c'est parce qu'il y a eu un délaissement historique de l'État qui se refuse encore aujourd'hui à faire les investissements, notamment financiers et techniques nécessaires pour que les populations de ces territoires puissent jouir en toute égalité des droits humains avec les populations de l'Hexagone. Donc, il va falloir investir énormément pour pas se faire condamner à tour de bras par l'Europe, en fait. Donc, je suppose que c'est un des grands freins pour le gouvernement à l'heure actuelle, surtout un gouvernement qui parle énormément d'austérité. Ah, totalement. Là, on pour parle s'engager de façon contraignante, obligatoire sur ce sujet. Ouais, effectivement, c'est vrai. Ouais, parce que là, en fait, on nous parle à chaque fois de coupes budgétaires. Donc, effectivement, si c'est reconnu en 4K, comme on dit sur les réseaux sociaux, si c'est avéré et que eux-mêmes le reconnaissent, après, ils sont obligés de prendre des mesures, en effet. Ouais. Après, moi, je réponds toujours quelque chose là-dessus qui est, moi, je pense que l'argent ne manque pas. Je pense que la question, c'est comment on hiérarchise les priorités. Kembered a contribué à un rapport sur l'accès à l'eau dans les Outre-mer qui a été coordonné par l'organisation Notre Affaire à tous et auquel une dizaine d'associations issues de différents territoires ont contribué. Et en fait, un des exemples qu'on a donné dans ce rapport, c'était de dire que pour résoudre la crise de l'eau en Guadeloupe seulement, par exemple, il faudrait 1,5 à 2 milliards. Quand on dit ça aux autorités, elles lèvent systématiquement les yeux au ciel en disant c'est un budget colossal, irréaliste, etc. Et on leur répond, mais la France a mis 1,4 milliard pour assainir la Seine, juste le temps des Jeux Olympiques. C'est ça. Donc en fait, le budget, il est là. La question, c'est où est-ce qu'on le met ? Un autre argument très important, c'est que on présente les territoires français dits d'outre-mer un peu comme des confettis, des petits territoires pauvres. Mais en fait, ce sont des géants qui génèrent énormément de richesses pour la France et l'Europe. Par exemple, on le sait trop peu, mais la Polynésie française, à elle seule, fait la taille de l'Europe occidentale. Ouais. La Guyane est aussi grande que le Portugal.
Et avec tous ces territoires viennent des espaces maritimes, aériens, etc., qui génèrent énormément de richesses et font, par exemple, de la France et de l'Europe les premières puissances maritimes mondiales. Sans les Outre-mer, sais-tu à quelle place la France serait Je n'ai aucune idée. Au 56e rang mondial des puissances maritimes. Waouh. Elle passerait du 2e au 56e rang mondial. Donc, ça veut dire que ces territoires génèrent des milliards chaque année de richesses, mais, et ça c'est en contradiction avec le droit international des droits de l'homme qui dit que les populations devraient bénéficier de leurs propres ressources naturelles et des richesses qui en sont tirées. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de ces ressources qui reviennent, de ces richesses qui reviennent aux populations des Outre-mer qui sont marquées par exemple par des taux de pauvreté qui sont 5 à 15 fois plus élevés que dans l'Hexagone. Donc ma réponse reste, malgré les temps d'austérité, que des budgets, il y en a. La question, c'est la volonté politique. Je peux même donner un dernier exemple, mais par exemple sur la question de l'accès à l'eau potable, en Guadeloupe, je disais encore, c'est un budget d'1,5 à 2 milliards normalement pour résoudre la crise. Dans une situation entièrement comparable, au Canada, le Canada a mis 8 milliards sur la table. 6 pour refaire les infrastructures, 2 pour indemniser les populations, et ce, sans leur demander de montrer qu'ils avaient un impact négatif sur la santé du fait de ne pas avoir eu accès à l'eau potable. Le fait que ça soit une violation de leurs droits humains a suffi. Et ça a été reconnu comme un héritage colonial. Et ce budget s'inscrit dans un budget national des réparations coloniales. Donc ça se fait. Oui, ça se fait chez les voisins. Donc en fait, ça pourrait être fait en France. Tout à fait. C'est une question de volonté politique. Et c'est une question aussi d'être informé sur le sujet et de le réclamer, de l'exiger, je pense. C'est ce qui nous anime à Cambered. En fait, c'est très concret, en fait, finalement, cette exclusion, cette mise de côté. Toi, quand on t'a rencontré, tu nous as raconté que tu as même proposé de leur payer le timbre pour juste ajouter la phrase. Est-ce que tu peux nous raconter ça? C'est une image, mais c'était une façon de dire que, en fait, on a proposé très concrètement la rédaction de la phrase, mais en fait, sans aller chercher très loin, en fait, la France a déjà écrit cette déclaration qui tient en une phrase en 1989 dans le cadre d'un protocole à la Charte sociale européenne. Un protocole, c'est un traité aussi international qui vient compléter un autre traité. Et en fait, à cette occasion, la France a écrit la phrase nécessaire pour permettre à ce traité d'être appliqué aux populations des Outre-mer, mais elle ne l'a jamais ratifié. Et en droit, ça veut dire qu'elle lui a jamais donné de force obligatoire. Donc, on ne peut pas l'invoquer, en fait. C'est pour ça aussi que notre recours a été rejeté. Et donc, nous, on s'est inspiré de la façon dont ça a été écrit déjà en 1989. On a juste suggéré que le mot métropole soit remplacé par le terme hexagonal. Mais voilà. Et donc, quand je dis qu'on a offert l'enveloppe timbrée, c'est juste une façon de dire qu'en fait, la démarche, elle est très simple. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, il n'y a pas besoin d'adopter un projet de loi, une proposition de loi pour changer cette situation. Il suffit que le ministre des Affaires étrangères et européennes, français, écrive une ligne au secrétaire général du Conseil de l'Europe disant que la France, évidemment, étend l'application de ce traité des droits humains au territoire français dit d'outre-mer. Et justement, pour revenir sur les ministres, les députés, etc., est-ce que tu les as sollicités sur cette question et ça a été quoi leur réponse face à ça? Oui, pendant 1 an et demi, j'ai essayé de les joindre sans trop de succès avant que finalement les réseaux sociaux les interpellent. Donc bravo les réseaux sociaux à cet égard. Et en fait, ils m'ont auditionné le 19 février 2025, donc juste 1 mois avant ces 2 décisions en fait critiques que je viens d'évoquer. Donc, tu as été auditionnée à l'Assemblée nationale, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Devant la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Et donc, j'ai expliqué, comme je viens de t'expliquer, la situation. Et globalement, ils ont bien accueilli l'information en exprimant le fait qu'ils n'étaient pas particulièrement surpris parce qu'ils ont l'habitude des doubles standards, qu'ils trouvaient la cause noble et symboliquement forte
Et donc, ils se sont engagés un petit peu à la soutenir en écrivant des courriers aux autorités françaises, voire européennes. Mais moi, j'étais restée un petit peu sur la conclusion qu'ils pensaient que c'était une cause simplement symbolique. D'accord. Et je leur ai dit, en fait, non, les conséquences sont vraiment très importantes. C'est-à-dire qu'il y a une différence, par exemple, avec la question du code noir. Le code noir n'est pas abrogé et en demander l'abrogation aujourd'hui, c'est très important symboliquement. Bien sûr. On est d'accord, fort heureusement, il n'est plus appliqué aujourd'hui. Alors que la Charte sociale européenne, il y a vraiment des conséquences en termes de protection ou d'absence de protection des droits fondamentaux qui sont d'actualité. Et ils s'en sont rendus compte avec cette double décision qui, jour pour jour, a eu lieu le 19 mars 2025. Et du coup, là, un bon nombre d'entre eux sont mobilisés. Il y avait déjà un député quand même qui avait soumis des questions écrites à au gouvernement en 2024, un député guadeloupéen, M. Califère, mais là, il y a eu toute une série de parlementaires, et en particulier le député Nadeau de la Martinique, la sénatrice Bélim de la Réunion, qui ont posé ces questions à l'Assemblée nationale et au Sénat et ont poussé le gouvernement à prendre un engagement. Et le gouvernement s'était engagé à remédier à cela avant la fin du mois d'avril 2025, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent. J'ai précisé les noms des députés, sénateurs, sénatrices qui sont engagés, mais en fait, c'est même plus large que ces personnes-là. Mais la raison pour laquelle je les ai citées, c'est aussi pour montrer que c'est vraiment une démarche qui est transpartisane et puis aussi transocéanique. On a vraiment des députés de différents territoires d'outre-mer qui se sont mobilisés sur cette question. Malgré le fait que tu aies eu un soutien, etc., on voit que ça n'a toujours pas été corrigé en réalité. Pour toi, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées pour que ce soit fait, en fait? Déjà, c'est long parce que comme tu m'as posé la question tout à l'heure, moi, je sais ça quand même depuis 2020. Je travaille vraiment sur le sujet, donc depuis à peu près 5 ans. J'ai d'abord vraiment tout essayé en termes de démarches non contentieuse. Contentieuse, ça veut dire qu'on fait des actions en justice, en fait. Et en fait, moi, je voulais pas forcément... Bon. T'as essayé d'abord le dialogue, tranquillement, sans aller jusqu'au juridique. Oui, mais donc malheureusement... j'ai commencé par des courriers officiels, mais la France n'a pas répondu. J'ai demandé à l'ONU, l'ONU a demandé à la France n'a pas répondu à l'ONU sur cette question. Je suis passée par les parlementaires qui ont posé des questions, le gouvernement n'a pas répondu. Et donc, on a été obligé après d'aller au contentieux. Et en fait, aller au contentieux est assez difficile devant le Comité européen des droits sociaux. Ce qui est plus facile que devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément d'avocats et le dossier. Il suffit que ta cause soit collective, en fait, pour pouvoir amener l'affaire devant le Comité européen des droits sociaux sans même épuiser les voies de recours internes. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la Cour de cassation ou au Conseil d'État chez nous avant d'y aller. Par contre, il faut pouvoir être représenté par une ONG internationale et accréditée. Et en fait, j'ai mis 3 ans et demi avant de trouver une organisation qui accepte de prendre notre affaire. Et c'est la Fédération internationale pour les droits humains, dont d'ailleurs Kembe Red est devenu membre tout récemment officiel. Voilà. Donc, malgré les difficultés que tu as rencontrées, moi, je note quand même qu'il y a eu un soutien, en fait, aussi sur ce que tu portes, mais malheureusement... Il y a des soutiens forts et grandissants, mais beaucoup, en fait, de la part d'experts du droit. Parce qu'en fait, la question un peu technique, ça parle pas facilement au grand public. Donc d'ailleurs, je te remercie de l'invitation d'aujourd'hui parce que ça nous permet d'informer plus de gens, de vulgariser l'information, de la simplifier. Parce que derrière ces termes techniques, en fait, on se rend pas compte que les enjeux sont en fait colossaux. On a l'impression qu'on parle que d'une petite phrase, mais c'est une petite phrase qui pèse lourd. On parle d'une charte, donc on a l'impression que c'est juste une déclaration comme ça. Non, c'est un traité des droits de l'homme contraignant. Juridiquement, c'est important. Et donc ça a été un petit peu difficile pour en fait amener les gens à prendre la mesure de ce qui se passait, mais c'est en train de venir, je crois. On va revenir justement sur ton ONG. Elle est née quand? Et peut-être à part cette lutte-là, ou en tout cas, c'est quoi
Qu'est-ce que vous faites dans cette ONG aujourd'hui? Combien vous êtes? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors mon engagement, lui, remonte à 2020, mais j'ai fondé cette organisation en 2023 pour pouvoir lui donner davantage d'envergure et aller porter devant les Nations Unies les causes que l'on porte. Donc, la priorité, c'était l'accès à l'eau en Guadeloupe. Et puis, on s'est rendu compte que c'était une question, en fait, qui touchait l'ensemble des territoires dits d'outre-mer, qui touchait aussi à la question du chlordécone. Donc, ça a élargi le mandat à Guadeloupe et Martinique. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que vraiment, les questions des droits humains dans tous les domaines étaient à mal dans l'ensemble des territoires dits d'outre-mer. Donc, le mandat de l'organisation, c'est la protection des droits humains dans l'ensemble des territoires français dits d'outre-mer. À l'heure actuelle, nous sommes 6, mais donc bénévoles principalement, et puis des personnes qui font ça vraiment en plus de leur travail quotidien à temps plein. Donc, je suis vraiment la principale personne à porter l'essentiel des actions à l'heure actuelle. Tu m'as envoyé du coup une tribune pour le 10 décembre. Là aujourd'hui on est le 8 décembre, donc c'est pour ça qu'on s'est dépêché de profiter de ta venue pour pouvoir tourner cet épisode. Qu'est-ce qui se passe le 10 décembre et c'est quoi cette tribune? C'est quoi le but? Alors, le 10 décembre, en général, c'est la journée internationale des droits de l'homme, des droits humains. Et donc, c'est souvent, comme toutes les journées internationales, une occasion de mettre en avant certaines causes, certaines problématiques. Donc, évidemment, pour nous, à Camber Red, ça nous a paru une évidence que cette année, de mettre en avant particulièrement la question de la Charte sociale européenne. Et comme je te le disais aussi tout à l'heure, si la question commence à être bien connue dans les cercles un peu experts du droit, notamment au niveau des Nations Unies et de l'Europe. En revanche, le grand public est moins au courant de cette situation. Et donc, nous avons lancé dès 2024 quand même une pétition qui s'appelle Tous humains et qui donc exige l'extension de ce traité des droits humains à l'ensemble des territoires dits d'outre-mer. Donc, on peut toujours la signer, cette oui, pétition? Tout à fait. D'accord, on partagera le lien. Merci beaucoup, ouais, avec plaisir. Et en fait, la tribune vise à relancer justement cette pétition, à lui donner davantage d'envergure avec une centaine de signataires qui ont la possibilité en fait de faire entendre leur voix sur ce sujet et lui donner plus de poids. Qu'est-ce qui est prévu ensuite, après cette journée-là? Parce que malheureusement, on va en parler le 10 décembre, y compris avec Dans l'Arène. Mais ensuite, qu'est-ce que vous comptez faire pour pouvoir arriver enfin, en fait, à ce que ce soit ratifié, que ce soit écrit et que cette clause coloniale ne soit plus? Alors, il y a un objectif très concret à cette tribune et à la pétition, c'est qu'en fait, en mars 2026, il y aura une grande conférence européenne de niveau ministériel à Chisinau, en Moldavie, organisée par le Conseil de l'Europe sur la Charte sociale européenne. En fait, ces conférences ont lieu tous les 2 ans et sont l'occasion pour les États de prendre des engagements chaque fois un peu plus importants sur la Charte sociale européenne. Donc, nous, notre objectif, c'est que la France, à cette conférence au plus tard, fasse la fameuse déclaration d'extension. Ok, donc c'est ça le calendrier. Voilà. Et dans le même temps, donc voilà, on encourage gentiment. Dans le même temps, on va aussi lancer un recours en fait au niveau national en disant que puisque notre propre commission nationale des droits de l'homme a dit que c'était une situation contraire à la Constitution, alors on voudrait qu'au niveau de la justice française, si le gouvernement ne le fait pas de lui-même spontanément, que la justice française exige de la France de faire cette extension. Tu nous as dit que justement les réseaux sociaux, ça t'avait beaucoup aidé à visibiliser ta cause et la faire entendre. Mais du coup, si on n'est pas expert et experte, comment on peut faire pour donner de l'écho à cette lutte? À part signer la pétition, du coup. Oui, alors moi, je suis une experte du droit, mais pas de la communication et des réseaux sociaux, donc je m'en remets un petit peu aux experts. Mais j'ai été impressionnée de voir combien, de nos jours, un clic, un like, un repost, un tag peut faire beaucoup. Donc, par exemple, je vous disais tout à l'heure que j'ai essayé pendant 1 an et demi d'informer nos parlementaires en leur envoyant des emails officiels, etc., sans succès. Et puis, un jour, il y a un influenceur sur les réseaux sociaux
qui a parlé de tous humains, mais sans vraiment citer la pétition, mais par contre en encourageant tout le monde à taguer les députés. Et en fait, dans les 3 jours qui ont suivi, les députés m'ont contacté en me disant bon, je pense qu'il faudrait qu'on vous auditionne sur le sujet. Donc ça montre l'impact quand même positif des réseaux sociaux. Et on parle beaucoup des effets négatifs, des fois des fake news et tout ça, mais il y a aussi des leviers positifs vraiment de mobilisation, d'information, de sensibilisation et puis d'action en fait concrète. Donc aujourd'hui là, ce qu'on peut faire pour ceux qui sont attentifs à cette cause, c'est de liker, de republier les informations que vous trouvez là-dessus, de la pétition disponible en ligne et de taguer éventuellement des personnes, notamment des célébrités qui se sentiraient particulièrement concernées par cette cause pour qu'ils s'engagent et lui donnent encore plus de visibilité et d'envergure. On espère en tout cas que toutes les personnes qui écoutent cet épisode le feront. Et du coup, j'ai juste une dernière question. Moi, ça m'impressionne en fait ta capacité justement à tenir debout. Et nous, dans l'Arène, on a vraiment une vocation à encourager les gens à se mobiliser pour les causes qui leur tiennent à cœur. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut militer pour une cause mais qui a peur, qui se sent pas forcément légitime, qui se sent pas le courage? Moi, je trouve qu'il faut pas forcer. Honnêtement, je me force pas. C'est juste que c'est ma vocation. Moi, je peux pas dormir en fait si je fais pas ça. C'est plus fort que moi. Mais on n'a pas d'obligation de le faire. Bon, j'essaye de faire ma part. Mais mon message clé, c'est peut-être de dire que je pense d'abord qu'il n'y a pas de petite action. Chacun peut faire sa part à son niveau et dans son domaine. Et que c'est de toute façon la conjugaison, la combinaison des actions de toutes parts qui apporte le changement. C'est pas moi seule ou Kembere seule qui va changer, qui allons changer les choses en matière de droits de l'homme dans tous les domaines, dans les outre-mer. Il y a que si en fait chacun et chacune apporte sa contribution, voilà, à son niveau et dans son domaine d'expertise. Ah non, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde puisse prendre sa part et s'engager. Merci Sabrina de t'être déplacée et d'être venue nous parler de cette lutte, de nous vulgariser au maximum. On trouve que c'est vraiment une lutte qui est importante, qui peut être technique en effet, mais qui a des conséquences concrètes. Donc vraiment merci d'avoir répondu présente et on te souhaite tout le courage pour continuer à mener cette lutte et nous on fera notre part pour relayer celle-ci. Merci beaucoup Lorraine et à toute l'équipe. Merci.